En 1991, au cœur de l'Auvergne, dans le centre de la France, la petite ville de Montfaucon a disparu des registres officiels sans laisser de traces. Aucune évacuation n'a été documentée. Aucune tragédie n'a été officiellement déclarée. Seul le silence s'est installé. Montfaucon était situé près d'anciennes formations volcaniques endormies appartenant au Massif central français. Un paysage marqué par des collines verdoyantes dissimulant d'anciens cratères sous une épaisse végétation. Trop petite pour attirer l'attention nationale, la ville était néanmoins suffisamment importante pour abriter une école, une boulangerie séculaire et une église en pierre sombre qui dominait la place centrale. Claire Moreau avait 8 ans lorsque sa sœur aînée, Élodie, a disparu avec tous les autres habitants. Ce matin d'octobre, Claire se réveilla avec une légère odeur de fumée et le son insistant des sirènes. Son père parcourut la maison en courant, rassemblant papiers et vêtements. Sa mère cria le nom d'Élodie qui aurait dû rentrer de chez une amie la veille au soir. Mais Élodie ne revint jamais, et elle n'était pas la seule. À la tombée de la nuit, des dizaines d'habitants avaient tout simplement disparu. Les maisons étaient ouvertes, les tables étaient mises, les voitures étaient garées. Aucune trace de lutte, aucune explication. Le gouvernement a déclaré la zone temporairement isolée en raison d'une instabilité géologique. Des barrières ont été érigées. Des troupes ont été déployées. Les journalistes ont été tenus à distance. 3 jours plus tard, Montfaucon cessa officiellement d'exister. Les cartes ont été mises à jour. La route principale s'arrêtait désormais avant l'ancienne entrée de la ville. Les archives municipales ont été classées selon un système de classification restreint. Claire a grandi sous le poids de cette absence. Sa famille a déménagé à Clermont-Ferrand, où le sujet est devenu un tabou. Son père évitait de prononcer le nom de la ville. Sa mère conservait une boîte de photographies qui ne fut jamais rouverte. Mais Claire n'a jamais oublié. Tandis que le reste de la France poursuivait ses routines, élections, crise économique, fêtes nationales, quelque chose restait figé en elle. La dernière image de sa sœur marchant dans l'étroite rue de pierre volcanique sous un ciel qui semblait trop lourd pour être ordinaire. 9 ans plus tard, durant l'été 2000, la terre trembla à nouveau. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un avertissement préventif. L'une des formations volcaniques de la région, considérée comme dormante depuis des siècles, s'est réveillée. L'éruption fut brève mais intense. Les champs furent recouverts de cendres, les routes furent coupées, des hélicoptères survolèrent la région, prenant des images thermiques de la dévastation. C'est au cours d'un de ces survols aériens qu'un événement inattendu est apparu. Sous la couche de cendres et de végétation enlevée par l'explosion, des structures ont commencé à émerger. Toits, rues, un clocher d'église, Montfaucon. La ville qui avait officiellement cessé d'exister il y a 9 ans était là, intacte, pas enterrée, non détruite, intacte. Les images ont fuité avant que le gouvernement ne puisse les contenir. Un technicien anonyme a partagé des photographies sur un forum en ligne naissant. Quelques heures plus tard, des journaux indépendants ont commencé à s'interroger « Comment une ville entière peut-elle disparaître des archives et réapparaître presque intacte après une éruption ?» Claire a vu l'image à la télévision. Il reconnut la place. Il a reconnu l'église. Il reconnut le balcon de l'ancienne maison de sa famille. Quelque chose en elle a cessé d'être du chagrin et s'est transformé en urgence. Si la ville était intacte, où étaient les habitants? Et surtout, pourquoi quelqu'un voudrait-il rayer Montfaucon de la carte? Alors que les autorités classaient la zone comme zone à risque extrême et en interdisaient à nouveau l'accès, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains évoquaient une contamination chimique, d'autres mentionnaient des expériences militaires menées discrètement dans les années 1990. D'autres encore suggéraient des phénomènes inexpliqués liés à l'activité volcanique, mais aucune théorie ne pouvait expliquer le détail le plus troublant de ces images. Sur un agrandissement de la place centrale, on pouvait apercevoir quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Ombre. Conçu comme si les gens se tenaient debout, mais il n'y avait personne.
Claire n'a pas demandé la permission. Cette même semaine, elle a commencé à planifier son retour, pas en tant que victime, mais en tant que personne déterminée à briser le silence imposé par son propre pays. Si Montfaucon était réapparu, alors la vérité aurait pu éclater elle aussi, même si elle était enfouie sous 9 années de mensonges. Le retour de Claire à Montfaucon n'était pas une simple décision impulsive, c'était un choix délibéré. L'Auvergne a toujours vécu sous le joug de la dualité entre beauté et menace. Ces montagnes arrondies, couvertes de pâturages et de forêts denses, étaient en réalité d'anciens volcans endormis. La chaîne des puits dessine l'horizon de ces douces crêtes, nous rappelant sans cesse que cette terre n'a jamais été véritablement immobile. Après l'éruption de 2000, le gouvernement français a classé la zone comme zone d'instabilité géologique permanente. Des barrières métalliques encerclaient les routes secondaires. Des panneaux signalaient le risque de présence de gaz souterrains. Seuls les scientifiques étaient officiellement autorisés à y pénétrer. Mais Claire n'était plus la petite fille de 8 ans qui avait vu sa propre ville disparaître. À 17 ans, elle travaillait comme assistante dans un petit laboratoire universitaire de Clermont-Ferrand, où elle aidait les chercheurs à cataloguer des échantillons de minéraux de la région. Ce travail lui offrait quelque chose de plus précieux qu'un salaire, l'accès à des cartes géologiques détaillées et à des rapports d'activité sismique. C'est ainsi qu'il a découvert un détail curieux. Les rapports officiels indiquaient que la région de Montfaucon ne présentait pas de risque critique dans les jours précédant la disparition de 1991. Aucun séisme important n'avait été enregistré. Aucune alerte interne n'avait préconisé une évacuation urgente. Néanmoins, la ville était isolée. Claire a commencé à recouper les dates. En septembre 1991, quelques semaines avant la disparition, une équipe militaire avait été déployée dans la région sous prétexte d'exercices logistiques en terrain montagneux. Ce n'était pas courant, mais ce n'était pas sans précédent non plus. Ce qui a retenu son attention, c'est un autre détail. Les rapports publics étaient trop succincts. Plusieurs pages étaient classifiées. Au cours de son enquête, Claire se lia d'amitié avec Julien Armand, un jeune journaliste indépendant réputé pour traiter des sujets que les grands journaux évitaient. Julien avait grandi en entendant des rumeurs sur Montfaucon. Son oncle avait travaillé comme policier dans le secteur et avait été muté brutalement après la disparition. Julien ne croyait pas aux théories surnaturelles. Il croyait aux documents, pour des raisons politiques, dans les dissimulations. Lorsque Claire lui a montré les images aériennes divulguées, agrandies et analysées numériquement, Julien a remarqué quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé. Les ombres sur la place n'étaient pas aléatoires, ils étaient alignés. Comme si des gens étaient rassemblés devant l'église. L'église de Montfaucon fut construite au XVIIIe siècle avec de la pierre de basalte extraite localement. Pendant des siècles, la ville a célébré des fêtes liées à la fertilité de la terre et aux récoltes, tradition héritée des anciennes communautés rurales de la région. On racontait l'histoire de grottes souterraines utilisées lors des guerres antiques, des tunnels reliant les propriétés agricoles aux pentes volcaniques. Claire se souvenait vaguement que sa sœur avait parlé d'une zone interdite d'accès près du vieux moulin abandonné. À l'époque, cela semblait n'être qu'un fruit de l'imagination d'un enfant. Maintenant, cela semblait être un indice. Parallèlement, de l'autre côté du récit, une figure silencieuse émergeait. Le commissaire Étienne Valois, vétéran de la police nationale, Valois avait été chargé de superviser les nouvelles restrictions de zone suite à l'éruption. Contrairement aux jeunes officiers, il était présent en 1991. Non pas en tant que responsable, mais en tant qu'observateur. Il en savait plus qu'il ne le laissait paraître, et la culpabilité brillait dans ses yeux. Lorsqu'il reçut l'ordre de renforcer le blocus et d'empêcher toute approche civile, Valois hésita en entendant le nom « Moreau » dans un rapport de surveillance en ligne. Claire était discrètement surveillée depuis qu'elle avait commencé à accéder à des fichiers confidentiels. L'État n'avait pas oublié Montfaucon. J'espérais simplement que le monde oublierait.
Julien et Claire avaient prévu d'entrer par le sentier Est, un ancien chemin de berger qui ne figurait pas sur les cartes mises à jour. Le terrain était accidenté, recouvert de cendres récentes mêlées à une végétation qui commençait à réapparaître. La veille de son départ, Claire ouvrit enfin la boîte de photos que sa mère avait conservée. Parmi les portraits pris lors d'anniversaires et de fêtes locales, il a trouvé une image différente. La place centrale, les résidents se sont rassemblés. Et derrière eux, un symbole discrètement gravé sur le côté de l'église, un cercle incomplet coupé par une ligne verticale. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. Julien a reconnu le dessin. Ce n'était pas une personne religieuse traditionnelle. Il s'agissait d'un ancien repère géologique utilisé il y a des siècles pour indiquer les entrées de cavités naturelles instables. Si Montfaucon avait été construit au-dessus d'un réseau souterrain, peut-être que la disparition n'aurait pas été horizontale. Masse verticale. Pendant que Claire organisait le matériel, lampes torches, magnétophones, cartes imprimées, Valois examinait les rapports mis à jour. Il savait que l'éruption avait mis au jour bien plus que de simples structures. Il a exhibé quelque chose qui avait été enterré intentionnellement. Et si la jeune Moreau entrait dans la ville, elle pourrait découvrir ce qui n'aurait jamais dû être révélé. À l'aube grise, Claire et Julien commencèrent leur randonnée. Au loin, la silhouette du clocher de l'église émergeait de la brume et des cendres sèches. Montfaucon était là, silencieux, en attendant. Et pour la première fois en 9 ans, quelqu'un revenait non pas pour fuir, mais pour chercher. Le sentier oriental était plus périlleux que ne l'indiquaient les cartes. La végétation partiellement brûlée dissimulait des fissures ouvertes par une récente activité volcanique. Le sol paraissait ferme jusqu'à ce qu'il cède sous un poids inadapté. Claire avançait à pas mesurés, s'aidant d'un bâton improvisé pour sonder le terrain. Julien la suivait de près, son sac à dos contenant son matériel et un appareil photo compact en bandoulière. À mesure qu'ils approchaient, Montfaucon cessa d'être une silhouette et devint une structure de béton. Des maisons en pierre s'alignaient, de vieux lampadaires sont encore debout, fenêtres intactes, aucun signe de retrait, aucun signe d'abandon précipité. C'était comme si le temps s'était arrêté, le silence était absolu, trop pesant pour être naturel. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Seul le léger crépitement des cendres sous les bottes. Claire s'arrêta devant le vieux panneau rouillé portant le nom de la ville. Elle passa ses doigts sur la surface corrodée. Il n'y avait aucun signe de destruction. La ville n'a pas été détruite. Elle était isolée. Ils entrèrent par la rue principale. La vitrine de la boulangerie était intacte. À l'intérieur, une table était dressée, les tasses encore alignées. Une fine poussière recouvrait tout, mais rien ne semblait anormal. Julien s'est mis à prendre des photos de manière compulsive. « Ça n'a aucun sens », murmura-t-il. Claire ne répondit pas. Son regard était fixé sur l'église en arrière-plan. Ils ont décidé d'y aller directement. La place centrale paraissait plus grande que dans les souvenirs de Claire. L'éruption avait emporté une partie de la végétation qui l'entourait, laissant apparaître les dalles d'origine. Au centre, la fontaine de pierre était à sec. C'est alors que Julien l'a vue pour la première fois. Des marques sombres, au sol, sur la place, silhouettes. Non pas des ombres fugaces, mais des marques fixes, comme si quelque chose avait gravé le contour de corps humains sur la pierre. Ils étaient neufs, ils étaient alignés devant l'église. Claire avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle a reconnu la position centrale. C'est là que sa sœur logeait lors des événements communautaires. Julien s'agenouilla pour examiner l'une des marques. Il n'y avait ni fissure profonde, ni trace d'explosion. La surface semblait légèrement vitrifiée, comme soumise à une chaleur extrême et instantanée. Mais l'éruption de 2000 n'a pas touché directement la ville. Et en 1991, aucune activité thermique significative n'a été enregistrée. Claire se dirigea vers la porte de l'église. Il était déverrouillé. L'intérieur était resté intact. Les bancs étaient alignés. Des bougies partiellement fondues, comme si le temps s'était figé au beau milieu d'une cérémonie.
L'hôtel était intact, mais derrière lui se cachait quelque chose de nouveau, une ouverture. Petit, irrégulier, révélant un tunnel sombre. L'éruption a probablement déplacé une partie de la structure, révélant ce qui était auparavant caché. Julien pointa la lampe torche à l'intérieur. Des marches taillées dans la roche descendaient en spirale. Claire n'a pas hésité. L'air intérieur était plus froid et humide. Une légère odeur métallique mêlée de soufre flottait dans l'air. Les murs portaient des traces d'anciennes fouilles, mais à certains endroits, des découpes plus nettes indiquaient une intervention moderne. Au bas de l'escalier, ils découvrirent une chambre souterraine. Et c'est là que le conflit a pris forme concrète. Équipement. Pas vieux, relativement moderne. Panneaux métalliques incrustés dans la roche, câbles, des structures circulaires ressemblant à des capteurs ou à des émetteurs. Julien s'approcha d'une console partiellement endommagée. On y voyait des inscriptions techniques en français et des numéros de série militaires. Ce n'était pas une formation naturelle, c'était une expérience. Au centre de la salle se trouvait une estrade circulaire ornée du même symbole sculpté dans l'église. Un cercle incomplet coupé par une ligne verticale. Mais maintenant, c'était terminé. La ligne se prolongeait jusqu'au sol, formant une sorte d'axe. Claire eut un frisson. « Ils n'ont pas disparu », murmura-t-elle. Avant que Julien ne puisse répondre, un bruit résonna dans le tunnel. Mesure, firme, contrôlée. Des lanternes illuminaient l'escalier. Le commissaire Étienne Valois descendit lentement, accompagné de 2 officiers. Son expression n'était pas celle de la surprise, c'était une phase de confirmation. « Je m'attendais à ce que quelqu'un vienne », dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Mais pas si tôt. » Julien leva instinctivement l'appareil photo. Un des agents leva la main. « Aucun enregistrement. » Claire s'avança. « Que s'est-il passé ici en 1991 ?» Valois observa la plateforme centrale avant de répondre. Une chose qui n'aurait jamais dû être testée en zone urbaine. Silence. Un projet expérimental de confinement sismique, a-t-il poursuivi. Le gouvernement a financé des recherches visant à rediriger l'énergie souterraine accumulée, une tentative pour prévenir de futures éruptions. Julien fixa l'équipement du regard. Et ils ont utilisé la ville comme terrain d'expérimentation. Valois ne l'a pas nié. Le test a donné un résultat erroné. Claire sentit le monde basculer. Sont-ils morts? Le commissaire hésita pour la première fois. Nous n'avons trouvé aucun corps. Le conflit ne consistait plus seulement à découvrir ce qui s'était passé. Il s'agissait d'affronter la possibilité que l'expérience n'ait pas détruit les habitants, mais déplacé. La plateforme située au centre de la chambre commença à émettre une légère vibration, intermittent, comme si quelque chose réagissait à leur présence. Les policiers échangèrent des regards tendus. Valois murmura « L'éruption a réactivé le système ». Et puis, dans l'espace de la caméra, pendant des fractions de secondes, des formes ont commencé à émerger. Translucides, sciences humaines, alignées, exactement comme les silhouettes sur la place. Claire a reconnu un visage. Élodie. Le conflit a cessé d'être politique. Cela devenait impossible. L'air dans la chambre devint dense, presque électrique. Les formes translucides scintillaient comme des reflets dans l'eau avant de disparaître, ne laissant subsister que l'écho des vibrations de la plateforme. Aucun des agents ne bougea pendant plusieurs secondes, pas même Valois. Claire se dirigea instinctivement vers le centre de la pièce. « Rappelez-moi » a-t-il exigé. « Ce n'est pas un interrupteur ordinaire » répondit Valois d'une voix calme. Le système réagit à la pression sismique résiduelle. L'éruption de 2000 a dû réactiver une partie du réseau souterrain. Julien, faisant fi de l'ordre précédent, enregistrait discrètement avec l'enregistreur audio dissimulé dans la poche intérieure de sa veste. Une nouvelle strate du conflit commençait à apparaître. Si l'expérience visait à rediriger l'énergie sismique, elle aurait peut-être produit quelque chose de différent. Une sorte de résonance entre la matière et l'énergie. Pas une mort conventionnelle, pas un simple enterrement, mais le déplacement. Pendant ce temps, à la surface, une autre tension se manifestait. Une équipe scientifique civile avait demandé l'accès à la zone après la fuite des images aériennes.
La pression médiatique s'intensifiait. Sur les forums en ligne, on débattait de théories de dissimulation. Le nom de Montfaucon recommençait à circuler. Le gouvernement devait contrôler le discours, et Valois était au cœur de tout cela. Il n'était pas responsable de l'expérience de 1991, mais il était présent lors de l'évacuation sélective qui n'a jamais été officiellement reconnue. Certaines familles ont reçu discrètement l'ordre de partir quelques jours avant le test. D'autres, comme celle de Claire, ne l'ont pas reçu. Ce choix n'a jamais été expliqué, et Valois portait en lui le souvenir des listes. Dans la chambre souterraine, Julien découvrit un compartiment partiellement conservé. À l'intérieur, il trouva des dossiers scellés du sceau du ministère français de la Défense. De nombreux documents étaient endommagés, mais certaines parties étaient lisibles. Projet de ligne axiale, phase 2, test de confinement des vibrations dans une zone habitée contrôlée. Zone habitée contrôlée. L'expression résonna d'une froideur bureaucratique. Claire découvrit un autre détail inquiétant. Un panneau avec 9 voyants lumineux, désormais éteints. Chacun était numéroté. 9 silhouettes sur la place. 9 indicateurs. Ils n'ont pas tous disparu, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Valois ferma les yeux un instant. Le test consistait à activer le système lors d'un rassemblement communautaire spécifique. Nous avions besoin d'une forte concentration de personnes à un endroit précis, l'église, la place. Un événement local avait été annoncé cette semaine-là en 1991. Une fête traditionnelle liée aux récoltes tardives, une pratique courante dans les villages de la région depuis le 19e siècle. Claire se souvenait vaguement de cette activité, mais sa famille n'est pas venue ce soir-là. Élodie, Sim, Julien a absorbé chaque détail. C'était donc ciblé, a-t-il dit. Ce n'était pas toute la ville. Non, confirma Valois. L'intrigue secondaire prit une dimension morale. Tout le monde n'a pas été touché, seules les personnes se trouvant dans le rayon précis du quai du métro. Mais la complexité ne s'arrêtait pas là. L'un des agents a reçu un message radio. L'activité sismique dans la zone augmentait à nouveau, de faibles vibrations, presque imperceptibles, mais constantes. La plateforme a commencé à émettre des impulsions plus régulières. Claire sentit le sol vibrer sous ses pieds. Si le système était réactivé, il pourrait achever le processus interrompu 9 ans auparavant, ou inversement. Julien a rapidement avancé une hypothèse. Si le système a créé une résonance qui a déplacé la matière vers une autre fréquence vibratoire, peut-être que l'éruption a affaibli la barrière. Valois fixa le panneau central. Ou elle peut la stabiliser de façon permanente. Au-dessus d'eux, une autre intrigue se tramait à leur insu. Un supérieur direct de Valois avait secrètement autorisé la destruction totale de la structure souterraine en cas de réactivation. Des explosifs étaient en route, éliminer les preuves, éliminer les risques, éliminer toute possibilité de retour. Le temps devenait un véritable ennemi. Claire se plaça sur le quai central. S'ils sont encore là, piégés. Nous devons essayer de les ramener. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences que cela pourrait avoir, a averti Valois. Je comprends parfaitement, a-t-elle répondu. Nous avons vécu 9 ans sans réponse. Le son vibratoire augmenta. Les formes commencèrent à réapparaître, cette fois-ci plus stables, plus définies. Julien a clairement vu une femme tenant quelque chose dans ses mains. Un enfant. Ils n'étaient pas tous adultes. L'expérience a échoué, et pas seulement sur le plan technique. Il a failli à ses obligations éthiques. La pression temporelle était désormais double, activité sismique croissante, et l'ordre de destruction imminent. Si la structure était implosée, toute possibilité de résonance inverse disparaîtrait. Claire regarda Valois droit dans les yeux. « Allez-vous obéir aux ordres, ou allez-vous corriger ce que vous avez contribué à dissimuler ?» Le commissaire n'a pas répondu immédiatement. Mais pour la première fois depuis son arrivée dans la chambre, sa posture changea. Il a éteint la radio. Là-haut, le monde s'apprêtait à effacer une fois de plus Montfaucon. Plus bas, 9 présences commençaient à devenir suffisamment visibles pour être reconnues. Et le temps pressait. La vibration n'est plus subtile.
Le sol de la chambre se mit à pulser à intervalles réguliers, comme un cœur souterrain reprenant ses battements après des années de silence. De la poussière se détacha du plafond rocheux. De petits fragments tombèrent autour de la plateforme. Les 9 voyants du tableau de bord clignotaient. 1, 2, 3, ils s'illuminèrent tous simultanément. Claire demeurait au centre du symbole, le cercle complet auréolé d'une pâle lueur bleutée qui semblait émaner de la pierre elle-même. Les formes qui se détachaient d'elle n'étaient plus de vagues distorsions, elles avaient des contours nets, visages, vêtements. Des expressions de surprise figées. Julien eut envie de s'approcher, mais Valois le retint par le bras. Si le champ se stabilise complètement, cela pourrait créer une réaction en chaîne, murmura le commissaire. Ou alors, tu peux terminer ce qui a été interrompu, rétorqua Julien. Au-dessus d'eux, le bruit lointain des hélicoptères commença à résonner. L'ordre avait été donné. La zone serait neutralisée en raison d'un risque géologique critique. Valois savait ce que cela signifiait. Explosifs structuraux, effondrement contrôlé, sans laisser de traces. La plateforme a émis une impulsion plus forte. Et puis c'est arrivé. Les 9 chiffres se sont solidifiés. Non translucides, non spectrales, réels. Ils tombèrent à genoux sur la pierre froide, comme libérés d'une pression invisible. L'air autour d'eux changea. Il devint plus chaud, plus dense. Claire courut jusqu'à celui le plus proche, Élodie, pas vieillie, exactement comme en 1991. Sa sœur ouvrit lentement les yeux, confuse. « Claire ?» La voix était faible, mais sans équivoque. Le temps s'était arrêté pour eux. Pour les 9 résidents, seules quelques secondes se sont écoulées entre leur arrivée sur la place et leur réveil dans cette chambre. Mais le monde d'en haut a vieilli de 9 ans. Le choc a touché tout le monde en même temps. Julien commença à enregistrer, les mains tremblantes. Valois resta immobile, absorbant ce qui se trouvait devant lui. L'expérience n'avait pas détruit la matière. Il l'a suspendue. Dans une couche vibratoire parallèle, maintenue par l'énergie souterraine même qu'il tentait de manipuler. Mais le tournant ne résidait pas seulement dans sa matérialisation. Voilà la conséquence. La réactivation complète du système a commencé à drainer l'énergie instable du sol environnant. L'éruption de 2000 avait fragilisé la croûte terrestre. Si le champ sismique restait actif, il pourrait déclencher un effondrement sismique bien plus important. Le système devait être éteint manuellement. Sur le panneau, une séquence numérique commença à clignoter. Code de fermeture. Valois l'a reconnu. C'était le protocole d'urgence. Mais cela nécessitait 2 opérateurs agréés. L'un d'eux était mort depuis des années. L'autre, c'était lui. Claire tenait Élodie, essayant de l'aider à se relever. Les autres habitants commençaient à comprendre que quelque chose clochait. Non pas à cause de l'atmosphère, mais à cause de l'absence de visage familier. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de musique, juste le silence et des inconnus armés. Le bruit des hélicoptères se rapprochait. Valois prit la décision qui allait tout changer. Il s'est approché du panneau. « Si nous arrêtons brutalement, nous ne savons pas si le secteur s'effondrera alors qu'ils sont encore partiellement intégrés », a-t-il déclaré. « Ils sont déjà là », répondit Julien. Tu les as vus. Vous ne savez pas comment fonctionne la stabilisation des résidus. Le sol trembla encore plus fort. Une fissure est apparue dans la paroi latérale de la chambre. Claire leva les yeux. Vous avez dit que l'expérience avait mal tourné. Peut-être n'a-t-elle jamais été menée à terme. Peut-être que le système les maintenait dans un état intermédiaire. La plateforme a commencé à émettre un son aigu. Les lumières vacillèrent à nouveau. Et pendant un instant terrifiant, les corps des 9 vacillèrent, comme s'ils allaient disparaître à nouveau. Le temps pressait. Valois prit une profonde inspiration et posa ses mains sur le panneau. J'ai contribué à étouffer l'affaire. Je ne permettrai pas qu'elle soit effacée à nouveau. Il a lancé la séquence manuelle. Chaque commande nécessitait une double confirmation. Julien s'est précipité pour aider, suivant des instructions rapides. Les agents indécis entendirent l'ordre final à la radio. Procéder à la détonation. 5 minutes. La séquence sur le panneau indiquait 3. Claire serrait fermement la main d'Élodie. « Restez avec moi.
Le champ vibratoire a commencé à diminuer. La lumière bleue a perdu de son intensité. Le symbole au sol s'estompa lentement. Une dernière pulsation parcourut la chambre, provoquant la perte d'équilibre de tous. Et puis, silence. Total. Aucune vibration. Pas de lumière. Des respirations haletantes. Les 9 résidents sont restés sur place, solides, réels. Mais le tournant final survint l'instant d'après. Dehors, une explosion retentit. Pas souterrain. Sur la surface. L'équipe extérieure avait commencé la destruction partielle de la ville afin de bloquer les voies d'accès secondaires. Montfaucon était de nouveau effacé, mais cette fois, en présence de témoins vivants. L'explosion en surface n'était pas isolée. La chambre souterraine trembla sous l'impact. Des fragments de roches tombèrent près de l'escalier. Un des agents perdit l'équilibre et s'écrasa contre le panneau déjà désactivé. Le système demeurait inerte, hors service, mais le danger venait désormais d'en haut. « Ils ont commencé avant la confirmation », dit Julien en regardant Valois. Le commissaire ne répondit pas. Il montait déjà les escaliers, rapidement et avec détermination. Claire aidait Élodie à marcher. Les autres résidents étaient encore désorientés, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Leur dernier souvenir était la place de l'église, une sensation étrange dans l'air, un éclair silencieux, et maintenant ils se trouvaient dans un lieu inconnu, entouré d'équipements et de visages marqués par le temps, 9 ans condensés en quelques secondes. En entrant dans l'église, l'odeur de fumée était déjà perceptible. Dehors, la place était partiellement recouverte de poussière, soulevée par les explosions contrôlées. Une partie de la rue latérale s'était effondrée, bloquant l'entrée principale. Des hélicoptères volaient à basse altitude, au-dessus de nos têtes. Des haut-parleurs ont diffusé en boucle les ordres d'évacuation immédiate de la zone. Mais voilà qu'un problème imprévu par le gouvernement se posait. Les témoins, pas seulement Claire et Julien, mais 9 résidents sont officiellement portés disparus depuis 1991. Julien alluma la caméra sans hésiter et commença à enregistrer. « Dis-moi ton nom », demanda-t-il à l'un des hommes qui venait d'apparaître. « Pierre Laurent », répondit l'homme perplexe. « Que se passe-t-il? Où sont tous les autres ?» L'enregistrement a capturé bien plus que de simples voix. Il a réussi l'impossible. Valois prit la radio et, pour la première fois, contredit ouvertement la hiérarchie. « Arrêtez immédiatement les détonations. Il y a des survivants dans la zone. Silence à l'autre bout du fil. » Puis, une réponse froide. « Négatif. Procédure déjà autorisée. » Claire sentit quelque chose changer en elle. La peur initiale se transforma en clarté. Il ne pouvait pas s'appuyer sur la même structure qui avait provoqué cela. « Julien, dit-elle, nous devons transmettre maintenant. » L'accès à Internet mobile était encore aléatoire dans la région, mais pas inexistant. Julien avait sur lui un modem portable expérimental utilisé pour les retransmissions en direct sur le terrain. Le signal était fluctuant, mais fonctionnel. Il a positionné la caméra devant l'église partiellement endommagée. Derrière lui, les 9 résidents. Sur le côté, Claire et Valois. Je m'appelle Julien Armand. Nous sommes à Montfaucon, la ville qui a officiellement disparu en 1991, et ses habitants étaient présumés morts. Il a tourné la caméra vers Pierre, puis vers Élodie. Claire tenait sa sœur par l'épaule. Elle a disparu il y a 9 ans, dit Claire en fixant l'objectif, et aujourd'hui, elle est de retour. La vidéo a commencé à se télécharger. Voilà, instable, mais actif. Au même moment, une autre explosion secoua la partie nord de la ville. Une vieille maison s'effondra, soulevant un nuage de poussière grise. Les habitants qui venaient de rentrer chez eux ont commencé à réagir avec émotion. Certains pleuraient. D'autres tentèrent de parcourir les rues à la recherche de leurs proches qui n'étaient pas là. Une perception collective commençait à se former. Le monde a continué de tourner sans eux. Valois a reçu un nouveau message à la radio. Cette fois, moins autoritaire. Confirmer l'identité des personnes. L'émission de Julien était suivie, en direct. La réaction fut rapide. Des commentaires ont commencé à apparaître en ligne. Des médias plus modestes ont reproduit la vidéo. Les chaînes d'information ont capté le signal avant qu'il ne soit bloqué.
Ce qui était autrefois une opération secrète est devenu une crise publique. Le discours officiel d'une zone géologique instable ne tenait plus face aux images de personnes vivantes s'exprimant devant les caméras. L'ordre de détonation a été suspendu en quelques minutes. Les hélicoptères ont modifié leur trajectoire de vol. Des équipes médicales ont été appelées sur place, officiellement pour prodiguer des soins d'urgence aux éventuels survivants retrouvés après l'activité sismique. La langue commençait à s'adapter à la nouvelle réalité. Mais les conséquences allaient bien au-delà des apparences. L'arrêt brutal du système souterrain a stabilisé l'énergie accumulée, mais les capteurs ont indiqué que la région était désormais modifiée de façon permanente. La tentative de manipulation des forces géologiques avait laissé des traces invisibles. Montfaucon ne serait plus jamais un simple village rural. Claire regarda Élodie toucher la façade de l'église, perplexe. « Ça a l'air pareil », murmura la sœur. « Pour vous, oui, » répondit Claire. « Pour nous, non. » Le décalage horaire fut la conséquence la plus cruelle. Des parents décédés de vieillesse, des enfants qui ont grandi, mariage, funérailles, changements politiques, tout sans eux. Julien à Proximus de Valois, cela ne restera plus caché. Le commissaire hocha lentement la tête. Non, et peut-être n'aurais-je jamais dû. Le conflit initial, la découverte des faits, a été résolu, mais une autre commençait à émerger. Comment réintégrer les personnes déplacées par le temps? Comment pouvons-nous demander des comptes à une institution sans plonger le pays dans une crise politique? Comment reconstruire une ville qui a été rasée 2 fois? L'éruption révéla Montfaucon. L'émission a révélé la vérité, et le silence de 9 ans fut officiellement rompu. Montfaucon est passé d'une zone isolée à un épicentre national en moins de 48 heures. Des équipes médicales ont installé des tentes à l'entrée de la ville. Des spécialistes des traumatismes, des neurologues et des physiciens se sont relayés pour mener des entretiens et des examens. Les 9 personnes revenues ont été traitées comme des survivantes d'un phénomène inexplicable, officiellement décrit comme une anomalie géophysique de suspension temporelle. Mais les étiquettes scientifiques n'ont pas résolu ce qui était juste sous leurs yeux. Élodie ne comprenait pas pourquoi Claire semblait si adulte. « Toi, tu es différente », répéta-t-elle en touchant le visage de sa sœur, comme pour chercher une logique cachée. Claire, quant à elle, était confrontée à quelque chose de plus profond que le mystère scientifique. Elle devait accepter que, pour Élodie, le temps n'ait pas existé. La sœur qu'elle avait pleurée pendant 9 ans était émotionnellement au même point qu'auparavant. Surmonter cette difficulté ne serait pas simplement une question politique ou publique, ce serait intime. Parallèlement, Julien vivait une autre transformation. La vidéo qu'il avait diffusée avait franchi les frontières. Des chaînes internationales s'étaient emparées de l'affaire. De simple pigiste marginal, il était devenu une source centrale dans l'une des plus grandes révélations de la décennie. Mais la célébrité a engendré des pressions. Les principales chaînes de télévision ont tenté d'acquérir l'exclusivité. Les autorités lui ont conseillé de modérer ses déclarations pour éviter la panique. Il a refusé les contrats qui l'obligeaient à garder le silence. Julien comprit que son rôle n'était pas d'exploiter le sensationnalisme. L'objectif était de garantir que le récit reste intact. Par ailleurs, Valois dut faire face à des conséquences internes. Il fut temporairement suspendu de ses fonctions pendant qu'une commission parlementaire ouvrait une enquête formelle sur le projet secret de 1991. Pour la première fois, des documents auparavant classifiés commencèrent à être déclassifiés progressivement. Il aurait pu se protéger. On pourrait invoquer une obéissance hiérarchique, mais elle a choisi de témoigner publiquement. Lors de l'audience préliminaire, il a déclaré « L'erreur n'était pas seulement technique, elle était morale ». Cette déclaration a changé le cours du débat national. Ce n'est pas une seule expérience qui a échoué. C'était une structure qui permettait de prendre des décisions sans tenir compte des vies individuelles.
Pendant que le pays débattait des responsabilités, Claire a pris sa propre décision. Elle retourna dans la chambre souterraine, désormais désactivée et sous surveillance scientifique, pour observer l'espace où tout s'était déroulé. Il n'y avait plus de lumière bleue. Il n'y avait plus de vibration. Juste de la pierre. Elle a pris conscience d'une chose essentielle. Pendant des années, son identité avait été façonnée par l'absence. Sa motivation était de reconquérir ce qui avait été perdu. Maintenant qu'Élodie était de retour, elle devait se reconstruire et surmonter la douleur. Surmonter cette épreuve impliquait d'abandonner le statut de victime permanente. Elle a commencé à collaborer avec des chercheurs indépendants, contribuant à l'organisation des données, des témoignages et des archives relatives au phénomène. Son expérience pratique s'est avérée précieuse, pas comme un symbole, mais en tant qu'agent actif. Élodie a aussi dû faire face à des difficultés inattendues. Elle a découvert que ses amis avaient vieilli, déménagé ou étaient partis. La ville qu'elle connaissait était partiellement détruite par de récentes explosions. La maison familiale n'existait plus. Elle a craqué lorsqu'elle a réalisé que son ancienne école était désormais un bâtiment abandonné. « Rien n'est à sa place », dit-elle, frustrée. Claire a répondu calmement. « Alors construisons de nouveaux lieux. » Ils étaient simples, mais c'était vrai. Le processus de résolution collective de cette situation a commencé à se dessiner lorsque les 9 rapatriés ont été officiellement reconnus comme victimes d'agissements illégaux de la part du gouvernement. L'État a alors annoncé un programme spécial de réinsertion sociale et d'indemnisation financière. Mais l'argent n'a pas résolu le problème du décalage temporel. La véritable croissance est née de petites décisions. Pierre a décidé de rouvrir la boulangerie, même si ce n'était que symboliquement. L'une des femmes revenues a commencé à rédiger un compte rendu détaillé de son expérience, aidant ainsi les scientifiques à comprendre la perception subjective de la suspension. Élodie a choisi de rester aux côtés de Claire, non pas pour tenter de reconquérir le passé, mais pour s'adapter au présent. Julien a refusé les propositions de réaliser un documentaire à sensation sur l'affaire. Il a préféré suivre l'intégralité du processus judiciaire avant toute production. Bien que contraint à la retraite, Valois est devenu un collaborateur clé dans l'ouverture des archives historiques relatives aux opérations classifiées. La croissance individuelle reflétait un changement collectif. Montfaucon n'était plus seulement la ville qui avait disparu. C'est la ville qui a révélé les limites éthiques du pouvoir. Claire, contemplant le coucher de soleil sur les collines volcaniques, prit conscience de quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas une vengeance. Il ne s'agissait pas seulement de justice. C'était la libération. Le passé avait été affronté. Il ne restait plus qu'à décider de ce qu'il fallait faire de l'avenir. Et cela, enfin, était sous leur contrôle. Le calme qui suivit la révélation ne dura pas. 2 semaines après la réintégration des 9 habitants, des rapports scientifiques ont commencé à indiquer quelque chose d'inquiétant. L'activité souterraine dans la région de Montfaucon ne diminuait pas, elle se réorganisait. Il ne s'agissait pas de secousses destructrices, c'étaient des pulsations rythmiques, comme si quelque chose était encore actif dans les profondeurs. La caméra principale avait été désactivée, mais des capteurs nouvellement installés ont détecté des micro-oscillations alignées exactement avec l'ancien axe de la plateforme expérimentale. Claire fut convoquée à une réunion technique d'urgence. Elle n'était plus seulement la sœur de la disparue. Sa connaissance des lieux et des événements passés rendait sa présence stratégique. Julien était à ses côtés. Désormais officiellement accrédité comme journaliste d'investigation, mais toujours attaché à la transparence de l'affaire. Bien qu'il n'y ait plus participé, Valois fut invité à titre de consultant informel. Sa connaissance du projet initial était indispensable. Les données projetées sur l'écran révélaient une tendance inquiétante. Le système expérimental avait été arrêté manuellement, mais l'énergie accumulée pendant 9 ans de suspension vibratoire n'avait pas complètement disparu. Une partie restait dispersée dans la formation rocheuse. Et il y avait un risque.
Si les impulsions atteignaient un seuil critique, elles pourraient réactiver spontanément le champ sans intervention humaine. Cette fois-ci, cependant, l'effet pourrait être plus important. La première activation n'a affecté que le rayon du carré. L'instabilité était désormais plus généralisée. Julien a été direct. S'agit-il d'un nouveau déplacement de population? Le géophysicien responsable hésita avant de répondre. Nous parlons d'un possible effondrement dimensionnel localisé ou d'une fragmentation vibrationnelle, terme technique pour désigner quelque chose de simple et de terrifiant. La ville entière pourrait être touchée, ou pire encore, les zones voisines. Pendant que les experts discutaient du confinement, une autre tension se développait en dehors des salles techniques. L'affaire Montfaucon était devenue un symbole mondial. Des mouvements citoyens exigeaient des audits des projets scientifiques militaires. Des groupes plus radicaux préconisaient la fermeture immédiate de toutes les recherches clandestines. La pression politique s'intensifiait et au milieu de tout cela, une information inattendue a fait surface. Parmi les 9 rescapés, Michel Duret présentait des symptômes inhabituels. Non pas des symptômes physiques graves, mais des épisodes de désorientation accompagnés de brefs moments de transparence partielle observés par des témoins. Comme si sa matière était encore légèrement instable, Claire a été témoin de l'un de ces épisodes. Pendant une fraction de seconde, la main de Michel perdit en netteté, comme une image floue. Ce phénomène indiquait que la stabilisation n'était peut-être pas complète. Une énergie résiduelle les reliait encore à leur état antérieur. La préparation du point culminant est devenue inévitable lorsque de nouveaux capteurs ont enregistré une augmentation brutale de l'amplitude des impulsions souterraines. Une opportunité s'est présentée. Petit. S'il voulait éviter une réactivation spontanée, il devrait retourner dans la chambre et mettre en œuvre une procédure définitive, démanteler physiquement le noyau expérimental et redistribuer la charge vibratoire accumulée. Opération risquée, irréversible. Julien a demandé « Et si on le démontait et que c'était en fait ça le déclencheur ?» Le scientifique a répondu franchement « Si nous ne faisons rien, la nature s'en chargera d'elle-même. » Claire observait Élodie, qui manifestait désormais une légère anxiété à chaque vibration du sol, même subtile. Pour ceux qui n'avaient pas vécu ces 9 années, l'idée de disparaître à nouveau était inconcevable. Valois parla gravement. La première décision a été prise sans le consentement de la ville. La seconde ne saurait l'être. Une réunion impromptue a été organisée avec les 9 rapatriés et les habitants des environs. Le choix serait collectif. Affronter le risque maintenant. Ou s'attendre à des conséquences imprévisibles. Pierre, le boulanger, s'exprima simplement. Nous étions coincés entre 2 états sans le savoir. Je ne souhaite à personne de vivre cela. Michel, encore mal à l'aise, acquiesça. Élodie regarda Claire. S'il faut y faire face à nouveau, nous le ferons ensemble. La décision a été unanime. Le lendemain matin, une équipe réduite descendrait une dernière fois dans la chambre. Claire, Julien, 2 scientifiques spécialisés, et Valois, pas de secret. Pas de dissimulation. Diffusion ouverte. S'il y avait un défaut, le monde entier le verrait. En cas de succès, Montfaucon serait enfin libre. Le ciel s'est assombri lourdement au-dessus des collines volcaniques. L'entrée de l'église partiellement reconstruite semblait observer silencieusement le groupe pendant qu'il se préparait. Le passé n'avait plus rien de mystérieux. Le défi consistait désormais à empêcher que l'erreur ne se reproduise à l'avenir. Et cette fois, personne n'agirait dans l'ombre. La retransmission a commencé avant même leur atterrissage. Julien a installé 2 caméras, une fixe à l'entrée de l'église et une portable fixée à son gilet. Le signal était renforcé par une unité mobile installée hors de la zone de danger. Des milliers de personnes ont suivi l'événement en direct. Cette fois, rien ne serait caché. Claire fut la première à entrer. L'escalier en colimaçon semblait plus étroit qu'avant. L'air était immobile, mais une vibration presque imperceptible remontait à travers la semelle de nos bottes. À l'intérieur de la chambre, le noyau expérimental demeurait tel qu'il avait été laissé,
sombre et inerte. Mais les capteurs installés autour clignotaient en rouge par intermittence. Le pouls augmente. Le géophysicien a confirmé. Il nous reste moins de 40 minutes avant le pic estimé. Le plan était simple. Retirer physiquement l'anneau conducteur central, la structure métallique qui entourait le symbole au sol, et implanter des charges de dispersion vibratoire programmées pour redistribuer l'énergie accumulée par micro-libération contrôlée le long des formations rocheuses. S'ils se trompaient dans leurs calculs, ils pourraient déclencher exactement ce qu'ils essayaient d'éviter. Claire se plaça au-dessus de l'ancien symbole. Il ne brillait plus, mais il y régnait une légère différence de température. Julien narrait en temps réel. Nous sommes au centre de la structure. Les capteurs indiquent une instabilité croissante. Valois s'approcha du panneau désactivé, désormais équipé d'un module d'urgence manuel. Lorsque la bague est retirée, le système peut tenter de redémarrer en raison de réflexes résiduels, a-t-il averti. Les scientifiques ont commencé à desserrer les vis industrielles qui étaient fixées directement dans la roche. Le sol vibra, plus fort. L'un des capteurs a explosé en étincelles. La transmission a vacillé 1 seconde, suffisamment pour que des milliers de personnes retiennent leur souffle. Alors, c'est arrivé. Le symbole au sol s'est rallumé tout seul, pas bleu, doré. Et les murs de la chambre commencèrent à refléter des images, non pas des projections technologiques, mais des échos visuels. La place de 1991. Les résidents se sont rassemblés, l'instant précédant l'expérience. Claire se voyait elle-même, enfant, au loin. Le terrain réagissait à l'intervention. « Il essaie de boucler la boucle !» s'écria le géophysicien. Les images sont devenues plus intenses. Pendant 1 seconde terrifiante, les chiffres actuels ont commencé à se superposer à ceux du passé. Julien sentit sa main s'engourdir. Transparent un instant. L'énergie n'était pas simplement stockée. J'étais conscient de son schéma. Le véritable point culminant ne serait pas d'ordre technique. Ce serait une question de choix. Le système original reposait sur la concentration humaine sur l'axe central pour amplifier la résonance. Claire a compris avant les autres. En 1991, le courant a été détourné en raison d'un alignement involontaire de personnes sur la place. À présent, le noyau tentait de recréer le modèle. Elle a pris une décision sur le champ. Tout le monde sort du cercle, mais elle est restée, seule au centre. Si le champ a besoin de l'attention humaine pour s'amplifier, il pourrait également en avoir besoin pour se dissiper. Valois lui cria de s'éloigner. Julien a essayé de l'éloigner. « Fais-moi confiance », répondit-elle fermement. Le sol vibrait violemment. Les images du passé sont devenues trop nettes. Élodie figurait parmi elles, non pas la version actuelle, mais celle figée au moment de la suspension. Claire ferma les yeux. Au lieu de résister, elle se détendit. Au lieu d'avoir peur, il a accepté. Si la résonance dépendait d'un schéma émotionnel collectif, surprise, confusion, panique, elle offrirait quelque chose de différent, intention consciente. Clôture. La lueur dorée s'intensifia, puis commença à se fragmenter en particules lumineuses qui s'élevèrent comme de la poussière inversée. Les capteurs ont explosé un à un. L'anneau métallique s'est détaché tout seul, tombant au sol avec un bruit sourd. Une dernière impulsion traversa la chambre. Silence absolu, aucune vibration, pas de lumière. Julien accourut vers Claire. Elle était debout, solide, respiration. Les instruments ont confirmé aucune activité vibratoire. L'énergie n'a pas été libérée violemment. Elle a été dispersée, réintégrée dans la structure géologique naturelle. Aucun déplacement requis, pas d'effondrement, pas de répétition. Valois observa le noyau éteint, désormais simple roche. « C'est fini », dit-il, sa voix mêlant incrédulité et soulagement. La retransmission a tout capturé. Des milliers de personnes ont été témoins du moment où l'impossible a été résolu, non par le secret ou la force militaire, mais par un choix conscient. Claire regarda la caméra. Il n'y avait aucune ostentation sur son visage, juste de la sérénité. Le cycle qui avait débuté en 1991 s'était finalement achevé. Pas d'explosion. Aucune suppression, avec témoins.
Dans les jours qui suivirent les événements survenus dans la chambre souterraine, Montfaucon cessa d'être un simple scandale politique ou un phénomène scientifique. Il devint un lieu historique. Le gouvernement français a tenu une conférence de presse officielle reconnaissant publiquement l'existence du projet expérimental mené en 1991. Pour la première fois, l'expression « défaillance éthique institutionnelle » a été utilisée dans une déclaration nationale. Des dossiers auparavant classifiés ont été progressivement ouverts. Des noms ont été révélés. Les responsabilités ont été officiellement attribuées. Mais ce qui a véritablement marqué le pays, ce ne sont pas ces reportages, c'était l'image. L'image de Claire seule au centre du symbole, choisissant d'affronter l'instabilité au lieu de fuir. L'émission a été partagée des millions de fois. Les universités ont débattu de l'affaire. Les institutions scientifiques ont examiné les protocoles internationaux en matière d'expérimentation géologique. L'affaire Montfaucon est devenue une étude obligatoire dans les cours d'éthique publique. Pendant que le monde débattait, la ville a entamé sa reconstruction. Certains édifices endommagés par les explosions ont été restaurés grâce au soutien de l'État. L'église, épicentre de deux moments décisifs, a été préservée. Une partie de sa nef a été scellée et transformée en un lieu de mémoire scientifique et historique. Ce n'est pas un monument à la tragédie, mais soyons transparents. Les 9 personnes rapatriées ont entamé des démarches officielles de réinsertion civile. Leurs documents ont été mis à jour. Leur identité est en cours de reconnaissance légale. Elles bénéficient d'un accompagnement psychologique spécialisé. Mais la plus grande adaptation n'était pas d'ordre bureaucratique, c'était existentiel. Élodie devait se faire à l'idée que le monde avait continué d'avancer sans elle. Ses amis avaient vieilli, les tendances culturelles avaient évolué. Des technologies qui n'existaient pas en 1991 étaient désormais monnaie courante. Au lieu de tenter de retrouver le passé, il décida d'étudier les géosciences, non pas par obsession, mais par la compréhension. Pierre a rouvert la boulangerie de façon symbolique. Petite, presque artisanale, elle est devenue un lieu de rencontre non seulement pour les habitants du quartier, mais aussi pour les visiteurs curieux. Julien a refusé les offres internationales visant à adapter son histoire en un film commercial immédiat. Il a préféré écrire un ouvrage d'enquête détaillé, basé sur des documents publiés et des témoignages officiels. Sans exagération, sans mythifier. La vérité était déjà extraordinaire en soi. Valois a comparu comme témoin clé lors de la dernière audition de la commission parlementaire. Sa déclaration définitive était simple. Le pouvoir sans contrôle engendre le silence, et le silence engendre les disparitions. Il a pris sa retraite officiellement après la conclusion du procès. Non pas en tant que criminel acquitté, mais en tant que personne ayant choisi de rectifier le tir tant qu'il était encore possible. Claire, quant à elle, n'est pas revenue à ses anciennes habitudes. Elle a fondé une initiative indépendante de surveillance scientifique civile visant à garantir que les projets à haut risque soient supervisés par des comités externes transparents. Son identité n'est plus celle de la sœur qui l'a perdue. Elle est devenue connue comme la femme qui a su se défendre. Montfaucon, partiellement reconstruit, a conservé quelques ruines préservées, non pas comme une cicatrice visible, mais comme un rappel vivant que le progrès sans éthique n'est pas un progrès. Les collines volcaniques environnantes restaient paisibles, pas de poux, aucune vibration anormale. La nature a repris son rythme. Mais quelque chose a changé de façon permanente. La confiance du public exigeait désormais de la visibilité. La science a commencé à dialoguer plus ouvertement avec la société, et l'histoire d'une ville effacée 2 fois est devenue le symbole de quelque chose de plus grand. La vérité peut être enterrée, il peut être réduit au silence. Mais finalement, elle finit par éclater d'elle-même. Claire et Élodie traversèrent ensemble la place reconstruite par un bel après-midi d'automne. Pas de précipitation, sans peur. Le passé ne pouvait être changé. Mais l'avenir, enfin,
était libre de résonances cachées. Et Montfaucon existait de nouveau, et pas seulement sur la carte, mais dans la mémoire collective du pays. Des années plus tard, des visiteurs arpentaient encore les rues de Montfaucon en essayant d'imaginer l'impossible. Sur la vieille place, une plaque discrète ne portait qu'une seule phrase. La vérité ne disparaît pas, elle attend simplement d'être révélée. Élodie donnait désormais des cours d'introduction à l'éthique scientifique dans les universités de la région. Pierre se levait toujours avant l'aube pour faire du pain frais. Julien était devenu une figure de proue du journalisme d'investigation responsable. Et Claire, chaque fois que le vent balayait les collines volcaniques au crépuscule, ne ressentait pas de peur, mais du respect. La terre était silencieuse. Et cette fois, personne n'essayait de la forcer à parler. Des histoires comme celle de Montfaucon nous rappellent que les disparitions ne sont pas toujours la fin, mais parfois le début de quelque chose de bien plus grand. Si cette histoire vous a amené à réfléchir sur le pouvoir, l'éthique, la science et le courage, partagez-la avec une personne qui, comme vous, croit que la vérité ne doit jamais être étouffée. Votre avis est essentiel. Auriez-vous pris la même décision que Claire? Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Et si vous appréciez les histoires intenses, mystérieuses et surprenantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Ici, chaque récit révèle bien plus qu'il n'y paraît.